L'université est souvent une période charnière dans la vie d'un jeune adulte. Ils passent de l'adolescence à l'âge adulte et laissent derrière eux tout ce qu'ils connaissent afin de commencer un nouveau chapitre, en espérant se préparer pour leur avenir et réaliser leurs rêves et leur potentiel. Mais malheureusement, pour certains, la vie ne se passe tout simplement pas ainsi. Parfois, ces aspirations leur sont arrachées et leur vie est écourtée par quelqu'un d'autre. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui, alors que nous examinons 3 meurtres mystérieux d'étudiants jamais élucidés. Kelly Nolan. Le 22 juin 2007, Kelly Nolan, âgée de 22 ans et étudiante à l'Université du Wisconsin, est sortie boire un verre avec un groupe d'amis dans sa ville de Madison. À noter, Kelly avait des antécédents de problèmes d'alcool, l'utilisant souvent pour gérer ses émotions. Elle avait perdu son père en 2006 et seulement un mois avant sa disparition, sa belle-mère est décédée. Entre 2004 et 2007, Kelly a été condamnée 2 fois pour conduite en état d'ivresse, ce qui a entraîné la suspension de son permis de conduire. Elle a également passé 14 jours dans la prison du comté pour l'une de ses infractions. Mais dans la nuit du 22 juin, Kelly était déterminée à passer un bon moment. Plus tard dans la nuit, ses amis étaient prêts à rentrer chez eux, mais Kelly voulait continuer à faire la fête. Alors elle s'est séparée du groupe vers 23h30. Kelly est restée dans un bar appelé le Lava Lounge sur West Gilman Street, à environ un demi-mile de son appartement, où elle a continué à discuter avec un jeune homme qu'elle venait de rencontrer. Le jeune homme dira plus tard aux enquêteurs qu'il ne connaissait pas Kelly, mais qu'il s'était bien entendu au bar et avait longtemps discuté. Selon cet individu non identifié, il allait raccompagner Kelly chez elle parce qu'elle était harcelée par un autre client, qui était peut-être un homme qu'elle connaissait. Tom Paris, un autre propriétaire de bar et l'employeur du jeune homme qui parlait à Kelly cette nuit-là, se souvient, le type lui fichait la trouille. Avant de rentrer, Kelly a demandé au jeune homme d'attendre pendant qu'elle allait aux toilettes. Peu de temps après, on l'a vu en train de parler à l'homme qui l'avait harcelé cette nuit-là. Tom Paris a remarqué qu'ils étaient tous les deux très ivres, et il admet qu'il a été stupide de l'avoir laissé là quand il l'a vu parler de nouveau à ce type dehors, mais il pensait qu'ils étaient amis. C'était la dernière fois que le jeune homme a vu Kelly. Après s'être présenté à la police, il leur a fourni un échantillon d'ADN et a passé un test au détecteur de mensonges. Sa maison et sa voiture ont été fouillées de fond en comble, mais les enquêteurs n'ont rien trouvé. Il a été innocenté de toute implication dans la disparition de Kelly. Kelly a appelé sa sœur dans la nuit du 23 juin alors qu'elle était encore au bar, mais elle n'est pas rentrée chez elle cette nuit-là. On ne l'a jamais revue ni entendue depuis. Le corps de la jeune femme de 22 ans a été retrouvé le 9 juin plusieurs semaines plus tard. Il a été retrouvé dans une zone boisée sur la propriété d'une femme âgée, dans le secteur du numéro 4700 de Schneider Drive à Oregon, dans le Wisconsin, à environ 16 km de l'endroit où Kelly vivait à Madison. Les enquêteurs estiment qu'elle est morte sur place, l'autopsie ayant révélé que Kelly est décédée d'un traumatisme contondant au torse, provoquant des fractures osseuses. Des rumeurs évoquent qu'elle aurait été percutée volontairement par un véhicule, mais cela n'a pas été confirmé aux médias. L'affaire de Kelly est au point mort depuis 2007, bien qu'il y ait eu des tentatives de la réexaminer au fil des années. Lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois, elle portait un jean et un haut vert émeraude à col rond. Les enquêteurs cherchent à parler aux témoins qui l'ont vue la nuit de son meurtre. Si vous avez des informations concernant l'affaire de Kelly, vous pouvez appeler le Madison Area Crime Stoppers au 608-266-6014. Dana Bailey. Le 4 mars 1987, Dana Bailey, âgée de 21 ans, a appelé ses parents pour leur faire savoir qu'elle venait de rentrer chez elle à State College, en Pennsylvanie, où elle était étudiante à l'Université de Pennsylvanie. Elle avait quitté la ville quelque temps pour voir son fiancé à Washington, D.C. Ses parents, soulagés d'apprendre qu'elle était bien rentrée, lui dirent au revoir et raccrochèrent peu après. Le lendemain, la mère de Dana décida de passer chez sa fille, dans son appartement de South Allen Street,
mais elle fut horrifiée de trouver la jeune femme de 21 ans morte, victime de multiples coups de couteau dans son appartement du 2e étage. Dana avait été poignardée 6 à 7 fois dans le sein gauche, et elle était nue, ligotée et les yeux bandés. Les autorités pensent qu'elle a été tuée dans son lit, puis déplacée, où elle a été posée sur des draps et des couvertures étalées sur le sol. Son corps était visible depuis la fenêtre de sa chambre. L'arme du crime a été identifiée comme un couteau à steak de la cuisine de Dana. Elle n'avait pas été apportée par le meurtrier. Les enquêteurs ont eu du mal à trouver des pistes au début. Dana était appréciée et sociable. Elle n'avait pas d'ennemis connus et était fiancée, heureuse. Mais ils ont ensuite découvert que quelqu'un surveillait l'appartement de la jeune femme de 21 ans depuis un immeuble en rénovation. Dans une pièce face au domicile de Dana, ils ont trouvé des empreintes de chaussures correspondant à celles retrouvées dans son appartement. Notamment, 3 autres appartements à l'étage de Dana étaient vides la nuit de son meurtre, et sa colocataire était sortie pour la nuit. Cela a mené à des spéculations selon lesquelles la personne surveillait Dana depuis un moment, connaissant assez les habitudes des habitants pour planifier ses agressions. Les autorités ont déterminé que l'individu non identifié était entré dans l'appartement de Dana par une fenêtre de la cuisine, donnant sur la zone d'où il l'observait. Malgré le fait d'avoir réussi à établir tout cela, et malgré l'interrogatoire de dizaines de personnes et le suivi de centaines de pistes, les enquêteurs n'ont tout simplement pas pu identifier l'auteur du meurtre horrible de Dana. En 1991, une tierce personne s'est manifestée avec un renseignement. La tierce personne a transmis des informations reçues d'un homme refusant de parler à la police car il était un criminel recherché. Les enquêteurs ont appris l'existence d'un suspect potentiel qui était chauffagiste en 1987. Il a été noté qu'il devait bien connaître les toits près de l'appartement de Dana en raison de son travail. Le suspect a été décrit plus en détail comme mesurant 1,78 m de type caucasien, avec des cheveux foncés et bouclés. Il conduisait une Pontiac Trans Am dorée ou bronze avec des bandes. Bien que les enquêteurs aient suivi cette piste, rien ne semble en être ressorti, et il n'est pas clair si l'individu a jamais été identifié. Puis, en décembre 2003, les enquêteurs ont reçu une lettre anonyme. L'affaire de Dana était restée inactive des années, mais il semblait qu'enfin l'enquête avançait, offrant aux forces de l'ordre une chance d'identifier un suspect une bonne fois pour toutes. Bien que la lettre ait mentionné les noms de 2 personnes, les détectives n'ont pas pu les relier à Dana ni à son affaire. Les autorités ont demandé à l'auteur de la lettre de se manifester pour l'interroger sur certaines déclarations, mais cela ne semble jamais être arrivé. L'affaire de Dana n'est toujours pas résolue. Si vous avez des informations concernant sa mort, vous pouvez contacter la police de State College au 814-234-7150. Tammy Zawicki. Dans les jours précédant la disparition de Tammy Zawicki, âgée de 21 ans, elle avait des problèmes avec sa voiture. Étudiante au Grinnell College à Grinnell, dans l'Iowa, Tammy avait passé son été à étudier à Madrid, en Espagne. À l'approche de la fin des vacances d'été, elle et son frère ont quitté leur domicile dans le New Jersey pour un voyage en voiture vers leurs écoles respectives. Ils s'arrêteraient à Pittsburgh pour voir leur famille, puis iraient à Evanston, Illinois, déposer Darren à l'université. Tammy prévoyait de poursuivre le voyage seule jusqu'à Grinnell par la suite. Cependant, pendant le voyage, la Pontiac blanche de Tammy est tombée en panne à plusieurs reprises. À un moment donné, Darren pensait avoir résolu le problème, et ils sont arrivés dans l'Illinois le 22 août 1992. Après avoir passé la nuit chez une amie, Tammy s'est préparée à partir pour son voyage en solo. Darren a vérifié son moteur une dernière fois avant de lui faire signe d'au revoir. Tammy n'était pas partie loin quand la Pontiac a de nouveau eu des problèmes. Plus de 60 témoins l'ont vue en train de regarder sous le capot du véhicule cet après-midi-là, au repère kilométrique 83 de l'Interstate 80, dans le centre de l'Illinois. Selon les autorités, environ 26 voitures se sont arrêtées pour prendre des nouvelles de la jeune femme de 21 ans pendant cette période. Tammy n'est jamais arrivée à Grinnell. Elle devait prévenir ses parents de son arrivée, mais ne l'a pas fait. Incapables de la joindre, ils ont signalé sa disparition. Lorsque la police a enquêté sur la disparition quelques jours plus tard, la voiture avait été remorquée et n'a pas pu faire l'objet d'un relevé d'empreintes à cause d'une rupture de la chaîne de conservation des preuves. Pourtant, le véhicule ne montrait aucun signe de lutte et, à l'intérieur, son sac à main et son appareil photo étaient restés. Rapidement, des témoins oculaires se sont manifestés. Un chauffeur routier de l'Iowa nommé Robert Bullington a déclaré aux enquêteurs qu'il avait vu Tammy monter dans une Chevrolet Celebrity grise avec un homme au volant.
Il aurait parlé avec le conducteur qui a dit que la voiture de Tammy avait surchauffé. Bullington a conseillé à l'homme de s'arrêter à une station-service pour poids lourds à la salle, mais personne n'a confirmé la présence de Tammy sur place. D'autres témoins ont vu un camion semi-remorque garé à côté de la Pontiac lorsque Tammy a été vue pour la dernière fois vers 15h10 et 16h cet après-midi-là. Le camion a été décrit comme ayant une bande orange délavée et rouillée autour du centre, tandis que le conducteur avait les cheveux foncés, était blanc, mesurait environ 1,80 m et avait entre 35 et 40 ans. Le corps de Tammy a été retrouvé le 1er septembre 1992. Elle était en décomposition avancée sur le bord d'un tronçon rural de l'Interstate 44 dans le comté de Lawrence, Missouri. Elle a été identifiée par ses dossiers dentaires et portait les mêmes vêtements qu'à sa disparition. Son corps a été découvert par un routier qui s'était arrêté sur le bord de la route, déclarant à différents moments qu'il l'avait fait soit pour uriner, soit pour couvrir la benne de son camion avec une bâche en prévision de la pluie. En sortant de son véhicule, il a remarqué une odeur nauséabonde et a rapidement découvert les restes. Tammy était enveloppée dans une couverture rouge et avait reçu 7 à 8 coups de couteau. Son autopsie a révélé que les blessures avaient été infligées en cercle autour de son cœur, ce qui était très inhabituel, et qu'elles avaient été faites avec un petit objet tranchant, ce qui avait provoqué une hémorragie interne. Bien que ses vêtements étaient intacts, certains rapports, dont un du FBI, indiquent que Tammy a été agressée sexuellement avant sa mort. Sa montre manquait sur les lieux. Elle jouait l'air de Raindrops Keep Falling on My Head et avait un parapluie vert sur son cadran. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que Tammy a été tuée ailleurs et que l'auteur l'a transportée à travers l'Illinois jusqu'au Missouri avant d'abandonner son corps à 800 km de l'endroit où elle a disparu. Dans les jours qui ont suivi la découverte du corps, une cellule spéciale a été créée, composée de 14 enquêteurs mêlant les autorités locales et des agents du FBI. Au cours des semaines suivantes, ils ont identifié plusieurs suspects, le plus notable étant Lonnie Bierbrot, un camionneur et criminel condamné qui était en liberté conditionnelle au moment de la mort de Tammy. Il a été interrogé au début de 1993 et les enquêteurs ont découvert qu'il avait offert à sa femme une montre ressemblant à celle qui avait disparu du corps de Tammy. De plus, il a été identifié par un témoin comme l'homme qu'elle avait vu près de la Pontiac de Tammy le jour de sa disparition, et il vivait non loin de l'endroit où le corps a été retrouvé en septembre. Cependant, il n'a jamais pu être lié matériellement à l'affaire. La montre qu'il aurait offerte à sa femme n'a jamais été retrouvée et il est décédé en 2002. Plusieurs autres suspects sont apparus puis ont été écartés, mais tous ont été exclus. Pendant des décennies, l'affaire est restée presque en sommeil, bien que des podcasteurs, des détectives amateurs et la famille de Tammy aient tous tenté de chercher des réponses et de faire la lumière sur l'affaire. En 2020, le tueur en série Clark Perry Baldwin a été arrêté. Baldwin était responsable des meurtres de 3 femmes entre 1983 et 1997 dans les États de l'Utah, de l'Idaho, du Wyoming et du Nevada. Après son arrestation, un enquêteur à la retraite a suggéré que Baldwin pourrait être responsable de la mort de Tammy, car son meurtre correspond au profil de ses crimes précédents. Cependant, les forces de l'ordre ont précisé qu'il n'est pas suspect dans cette affaire. L'affaire de Tammy n'est toujours pas résolue. Si vous avez des informations concernant son meurtre, vous pouvez appeler la police de l'État de l'Illinois au 815 726 6377 ou le bureau du FBI à Chicago au 312 421 6700. Les informations peuvent être transmises anonymement au FBI sur le site web tips.fbi.gov. Et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez prudents, et je vous dis à la prochaine fois.